Bien, si on veut, si on ne veut pas prendre trop de retard, je vous invite à retourner à vos places et à ouvrir cette nouvelle session. Si j'en crois le programme, et il n'y a pas raison de ne pas le croire, nous allons ouvrir donc une deuxième session consacrée aux sections, puisque ce matin, vous avez déjà abordé deux éclairages, l'un sur la Belgique et l'autre sur l'Allemagne. Donc continuons et déplaçons-nous dans cette Europe des travailleurs pour aller regarder un petit peu ce qui se passe, et en Suisse, ce qui sera le premier de nos exposés de la session, et en Italie, où deux exposés de communication suivront. Mais d'abord, en Suisse, Marc Guelemier est un spécialiste de longue date du mouvement ouvrier suisse, auquel il a beaucoup contribué, et son exposé s'appelle La première internationale en Suisse, nouvelles approches. Donc, c'est à vous. Bon, merci. Vous avez reçu le texte que j'avais rédigé, comme on me l'avait demandé. Aussi, je ne vais pas vous en infliger la lecture. Je me bornerai à prendre un ou deux éléments et puis à aborder ensuite, dans la mesure où j'aurai le temps nécessaire pour cela, un certain nombre d'autres points que je n'ai pas pu traiter. Parce que vous avez pu en rendre compte, quand je rédigeais ce texte, je surveillais avec inquiétude le compteur de mon ordinateur, parce qu'on m'avait dit qu'il ne fallait pas plus de 30 000 signes, et j'étais effrayé en voyant j'approchais toujours de plus en plus de cette limite, pour ensuite considérablement la dépasser. D'où le caractère quelque peu improvisé, résumé d'une façon schématique de la fin de ce texte qui se termine un peu abruptement et qui comporte par-dessus le marché un certain nombre de coquilles dont je vous prie de m'excuser. Alors, j'avais la volonté, en somme, de faire une histoire de l'international par en bas. C'est une idée qui n'a rien de nouveau. Déjà, il y a 50 ans, c'était dans l'air, et plusieurs des intervenants à la rencontre de 1964 qui a été évoquée ce matin a manifesté cette volonté. Mais il faut bien dire que trop souvent, il s'agit d'une déclaration d'intention avec éventuellement quelques exemples, et puis ça s'arrête là. Faire une histoire de l'international par en bas, au niveau des adhérents, des simples adhérents, des grévistes et aussi même des militants, cela implique d'examiner ce qui se cache sous les étiquettes que trop souvent on a collées aux militants et aux adhérents de l'international, les bakouninistes, les anarchistes, les marxistes, les proudhoniens. Et j'ai montré dans ce texte, j'ai voulu montrer, avec l'exemple de Pierre Coulery, justement, comment il faut se défier des étiquettes que l'on colle aux gens. Parce que Coulery est un excellent exemple de quelqu'un qui condamne en principe les grèves, mais qui, dans les faits, les soutient et même écrit à leur sujet pour montrer combien elles contribuent à la formation d'une certaine cohésion de la classe ouvrière et comment, justement, elles ont finalement un aspect positif pour la classe ouvrière. Vous voyez, il y a en quelque sorte une contradiction entre la pensée théorique et puis celle qui s'exprime dans les colonnes de son journal et dans ses interventions. Alors, c'est la même chose aussi au sujet des grèves. Il faut essayer de se placer, c'est ce que j'ai essayé de faire dans ce texte, au niveau des grévistes. J'ai attiré l'attention sur une grève totalement passée sous silence par les historiens, parce qu'elle est
vraiment pas très importante finalement, elle n'implique que quelques dizaines d'ouvriers, c'est celle des couvreurs. Mais comme on bénéficie justement pour celle-ci des comptes rendus de cette section des couvreurs, j'en ai profité pour l'examiner d'un peu plus près. Alors, cette grève est prise en charge, quand elle éclate, par le comité central des sections genevoises de l'Internationale, qui nomme ce qu'on appellerait aujourd'hui un comité de grève. Et dans ce comité de grève, les couvreurs, on ne sait pas exactement combien ils étaient, mais ce qui est certain, c'est qu'ils étaient en minorité. En minorité, d'abord parce qu'ils représentent un effectif très faible, et puis aussi parce que c'est ainsi. La grève est prise en charge véritablement par l'Internationale. Ce sera la même chose ça avait été la même chose en 1868 lors de la grande grève du bâtiment à Genève. Ce sera la même chose d'ailleurs à Bâle en l'hiver 1869-1870. Donc c'est un phénomène qui peut susciter quelques tensions. Dans les procès-verbaux de la section des couvreurs, on lit « Nous nous trouvons en sorte réduits à ne plus être nos maîtres ». Et là, il y a une certainement de tension lors de ces grèves. J'ajoute aussi que les patrons en profitent parce que souvent, ils déclarent qu'ils ne veulent pas traiter avec l'Internationale. Oh, ils sont d'accord de discuter avec leurs ouvriers, mais pas avec l'Internationale, n'est-ce pas? Alors, pourquoi cette délégation de pouvoir des ouvriers en faveur d'un comité nommé par l'Internationale? Certainement pour des raisons pratiques, parce que c'est vrai que les militants qui forment les différents comités de section ont une expérience pratique que n'ont pas forcément les ouvriers couvreurs ou d'autres professions. Mais il existe ce risque de tension. Et on le voit d'ailleurs dans la fin de la grève des ouvriers couvreurs, parce qu'elle se conclut par une espèce de compromis, finalement, enfin, comme c'est souvent le cas dans toute grève, n'est-ce pas? Mais il y a peut-être eu des oppositions, il y a peut-être des gens qui n'étaient pas d'accord. En tout cas, on constate que lorsque la fin de la grève est votée par les couvreurs, on prend soin. On a donc la nouvelle convention de travail avec les patrons qui a été imprimée. On prend soin de faire circuler un exemplaire où l'on demande à chaque membre d'apposer sa signature pour en quelque sorte se protéger contre des plaintes ultérieures, éventuellement, de la part de certains membres insatisfaits, trouvant qu'on n'est pas allé suffisamment loin, etc. Donc, voilà, en somme, un épisode qui me semble intéressant. Et puis, au fond, je voulais aussi... j'avais commencé à parler d'une grève particulière, c'est celle c'est celle de cette grève des ouvriers verriers de Monté-en-Vallée en fin 1870, début 1871. Cette grève des ouvriers de Monté a ceci de particulier que, au fond, elle démarre à la suite de la formation d'une section de l'Internationale. Monté, c'est une petite ville du Valais, du Bas-Valais, sur la rive gauche du Rhône, n'est-ce pas, où s'est créée, dans les années 1860, une verrerie. Oh, c'est pas une grande usine, hein. Il y a des effectifs qui doivent être de l'ordre de 130, 140 ouvriers et ouvrières au maximum en 1870-71. Mais cette grève est intéressante parce que, au fond, elle implique des travailleurs, les ouvriers
souffleurs de verre, ceux qui sont leurs adjoints, qui forment, comme on l'a expliqué cet après-midi, et puis déjà ce matin, une espèce de marché international du travail. Ils ne se recrutent pas sur place, c'est un marché, et ça durera d'ailleurs jusqu'au début du XXe siècle. On recrute ces ouvriers à l'étranger, et au fond, c'est un premier exemple de cette internationalisation du marché du travail dont on a parlé au début de l'après-midi. Alors, cette verrerie de montée, donc 40 verriers à peu près, alors les verriers ce sont les ouvriers qualifiés, dans une petite localité au milieu d'une zone rurale, dans un canton qui est partagé entre une majorité catholique conservatrice et des minorités radicales très anticléricales comme on peut l'être en pays catholique, mais qui sont totalement insensibles aux problèmes du mouvement ouvrier parce que la classe ouvrière est très peu présente dans ce Valais qui était à l'époque essentiellement rural. La main-d'œuvre comprend donc des travailleurs recrutés sur place, ce sont les chauffeurs, les manœuvres, les emballeurs, avec passablement de femmes qui sont employées là-dedans, n'est-ce pas? Certaines de ces femmes, une petite proportion, occupent des postes d'ouvrières qualifiées, spécialisées par exemple dans la gravure sur verre, mais en fait, voilà en somme le gros de la main-d'œuvre. Et puis les ouvriers de production, les verriers, c'est-à-dire les souffleurs de verre, n'est-ce pas, les tailleurs de verre, les mouleurs aussi, qui sont tous très qualifiés et qui, encore une fois, se recrutent sur un plan international. La direction de l'usine aimerait remédier à cette mobilité en formant sur place des souffleurs et des coupeurs de verre. Mais elle se heurte à un vieux privilège du métier, c'est que seuls les fils de verriers peuvent entamer un apprentissage. D'où conflit, qui va se passionner d'ailleurs, mais malheureusement nous n'en connaissons pas tous les détails, faute de sources. Comme ça se pratiquait après l'achèvement d'une série de bouteilles ou d'autres commandes, n'est-ce pas? On éteint les fours à un moment donné, on les nettoie, il faut mettre une nouvelle pâte à l'intérieur, donc il y a une interruption dans la production. Et la direction en profite à la fin et la direction en profite donc pour en quelque sorte fermer la fabrique, ce qui est normal, mais cette fermeture, elle va la prolonger, profitant probablement du fait qu'il n'y avait pas énormément de commandes, pour essayer en quelque sorte de casser ce mouvement ouvrier naissant et cette section de l'international. Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'à ce moment-là, la Fédération romande de l'international, opposée donc à la future Fédération jurassienne, il y a eu scission comme vous le savez, va essayer de profiter de cette occasion pour remonter en quelque sorte son prestige. Et la Fédération romande, pour s'affirmer, va multiplier pas les reportages, mais les nouvelles sur la grève ou le lock-out, comme on veut de monter, multipliant les accusations contre les patrons, leur collusion avec le monde politico-clérical de l'endroit, etc. Et elle va même envoyer une véritable délégation de 5 membres du comité de la Fédération romande à monter dans les premiers jours de 1872.
Et cette délégation de 5 membres est chargée de remettre à la section valaisanne, figurez-vous, un drapeau confectionné à son intention, avec l'inscription en lettres d'or « Association internationale des travailleurs, section de Monté ». Et comme la petite ville n'est pas encore reliée au chemin de fer, la délégation débarque à la gare de Saint-Trifon, à quelques kilomètres de là, sur l'autre rive du Rhône, est attendue là-bas par un groupe des internationaux de Monté, et en petit cortège, n'est-ce pas, ils font une entrée triomphale dans la petite ville avec le drapeau de l'Internationale, et ils vont au local, dans une salle d'un estaminet, n'est-ce pas, arborent le drapeau à la fenêtre du local, et se tient là une séance où on échange évidemment différents propos. Et ce qui était très intéressant, c'est que la délégation de la Fédération romande intervient en faveur des femmes dans l'international. Il y a un certain nombre de femmes qui sont dans le public, n'est-ce pas? Bon, elles ne sont pas très nombreuses, c'est une minorité quand même à la fabrique. Il y a aussi probablement des épouses d'un certain nombre de membres de l'international. Mais le discours du représentant de la Fédération romande insiste beaucoup sur la nécessité d'organiser les femmes, de faire droit à leurs justes revendications, de les considérer comme des égales et de former éventuellement des sections féminines de l'international, comme il en existe une d'ailleurs à Genève. Bon, c'est d'ailleurs une manifestation qui demanderait à être analysée très en détail, parce qu'elle prend certaines formes assez curieuses. Par exemple, on a apporté une coupe d'argent, enfin, que l'on remet à la section de l'international de Monté. Et on voit tous les participants, n'est-ce pas, qui boivent à la coupe, une espèce de communion générale, n'est-ce pas, une espèce héritée en quelque sorte d'un trait de la religion traditionnelle. Alors, bon, j'en reste là-dessus pour vous montrer l'intérêt, malgré l'absence de sources, d'analyser précisément le caractère de certaines de ces manifestations. Dernier point que je voudrais traiter, peut-être, bon, il y en a d'autres que j'ai abordés, comme vous avez pu le voir, mais c'est celui de l'attitude de l'Internationale et de ses membres au moment de la guerre franco-prussienne de 1870-71. Parce que je préfère l'aborder puisque je vois que dans le programme qui est prévu, aucun de ceux qui vont intervenir n'entend traiter de cela. Alors, c'est assez particulier. La Suisse est un pays neutre. Bon, on peut penser que ça ne posait pas de problème, mais justement, la déclaration de la guerre franco-allemande en est un. Parce que, d'abord, la Suisse, évidemment, se trouve entre les deux puissances, mobilise, etc. Alors, je passe sur ce qui se passe au moment de la déclaration de guerre pour m'attarder simplement à ce qui se produit au lendemain de la proclamation de la République en France le 4 septembre. Alors, vous le savez peut-être, le 4 septembre, à ce moment-là, la fédération romande de l'Internationale s'est scindée en deux. D'un côté, la fédération romande proprement dite, avec son siège à Genève. De l'autre, celle des sections jurassiennes, qui va porter un peu plus tard ce qui s'appellera la fédération jurassienne, en concurrence l'une avec l'autre. Alors, le 3 septembre, le journal de la Fédération jurassienne, qui s'appelle La Solidarité, sort à Neuchâtel. On ne peut pas parler de l'événement, c'est le lendemain.
Mais dès qu'on apprend l'événement, tirage d'une feuille spéciale rédigée par Guillaume, qui est un manifeste aux sections de l'Internationale et qui invite à la formation en quelque sorte de corps, de volontaires pour soutenir la Nouvelle République. Et Guillaume, qui a rédigé ce texte en collaboration avec un internationaliste lyonnais blanc qui est réfugié à Neuchâtel à ce moment-là, a concocté son affaire, semble-t-il, avec les membres de ce qui s'appelle cette petite intimité, c'est-à-dire cette espèce d'association secrète formée à l'instigation de Bakounine, mais indépendamment de lui, qui dirige l'Internationale dans le Jura et ailleurs. Et on voit très bien, d'après ce que dit Guillaume, que ce manifeste a été élaboré par quelques-uns de ces militants. Et Guillaume s'explique. Il semble que Bakounine, d'après une lettre que Bakounine envoie à Guillaume quelques jours après, ait été tenu en dehors de l'affaire. Il n'a connu que par la publication. Bon, alors, c'est une réaction négative. Le gouvernement suisse fait intervenir la police, fait confisquer tout ce qui existe, mais on connaît l'argumentation de Guillaume par une lettre qu'il avait envoyée à Johann Philipp Becker à ce moment-là. Et puis, il y a un autre élément dont je donne que quelques mots, parce que je n'ai pas le temps, c'est ce qui se passe à Zurich, à Bâle et à Zurich. Alors, dans ces régions-là, évidemment, l'influence allemande est relativement importante, et les internationalistes sont en quelque sorte écartelés entre, d'une part, l'aspiration nationale allemande à l'unité. Beaucoup de militants, à commencer par Hermann Greulich, le dirigeant de Zurich, sont d'origine allemande. Greulich avait d'ailleurs pris part en 1869 comme délégué au congrès d'Eisenach, qui a fondé le parti social-démocrate allemand. Et puis, d'autre part, une tendance républicaine, enfin celle de l'Internationale, qui partage en gros, si vous voulez, la politique que l'on trouve élaborée dans la deuxième circulaire du Conseil général sur la guerre franco-allemande. Et puis, troisième élément dont il faut bien parler, c'est une violente hostilité populaire et ouvrière à l'égard de l'allemand, des ouvriers allemands, dont beaucoup sont immigrés à Zurich. Et il est frappant d'ailleurs de voir dans l'analyse des événements qui vont se produire, parce que ça va se solder par une manifestation anti-germanique, n'est-ce pas, qui a été réprimée, qui est extrêmement violente. La police, enfin les manifestants, dans les jours suivants, ont cherché à faire libérer ceux qui étaient emprisonnés, tirent dans la foule. Il y a eu 4 morts à ce moment-là, n'est-ce pas? C'est tout un épisode qui montre comment, dans la population ouvrière de Zurich et des environs, il y avait un sentiment allemand et anti-allemand, et quand on l'analyse, on est frappé de voir combien il recoupe exactement ceux dont on a parlé d'ailleurs en début de l'après-midi, et ceux qui se développeront en Suisse contre l'immigration italienne à partir des années 80 et 90 du siècle. Voilà.